Le meneur s'arrête, lève le visage vers le ciel et, l'espace d'un instant, le cercle sombre de sa pupille s'aligne sur le cercle blanc du soleil. L'étoile foudroie la rétine et l'être rampant dans la boue matricielle détourne le regard pour contempler la vallée dans laquelle il chemine en compagnie des siens, une lande battue par les vents, à la végétation rase, parsemée d'arbustes aux formes dolentes. Une terre morne sur laquelle flotte en négatif l'image de l'astre du jour, lune noire posée sur l'horizon. Il marche depuis des jours en direction de l'ouest, contre le vent cinglant de l'automne. Des barbes broussailleuses mangent le dur visage des hommes. Des femmes aux faces rubicondes portent des nouveau-nés sous des fourrures élimées. Beaucoup mourront en chemin, bleuis par le grand froid ou emportés par la dysenterie quand ils boiront l'eau croupie des flaques auxquelles s'abreuvent les troupeaux sauvages. Les hommes creuseront pour eux, à la force de leurs doigts ou de leurs lames, de tristes trous dans le sol. Ils y déposeront le corps emmailloté qui paraîtra plus dérisoire encore dans la nuit de la tombe. Ils glisseront là des choses inutiles, la fourrure dans laquelle l'enfant se pelotonnait, une poupée de chanvre, un collier d'os bientôt indifféremment mêlé à ceux du petit mort. Ils lui jetteront en visage des poignées de terre qui scelleront ses yeux et sa bouche, puis ils déposeront sur le tertre des pierres lourdes pour protéger la dépouille des charognards en quête d'une pitance. Enfin, ils reprendront la route et seule la mer lancera peut-être un dernier regard par-dessus son épaule, en direction du monticule étincelant, vite ravalé par l'ombre portée d'un coteau. Un vieil homme traîne son corps décharné sous une fourrure grasse dont les poils se meuvent au gré des bourrasques. Il a autrefois mené lui aussi le groupe par-delà les plateaux et les vallées, le long des cours d'eau aux berges ourlées, vers des terres nourricières, des cieux plus cléments. Il suit maintenant à grande peine de plus jeunes et plus vaillants que lui, ceux qui marchent en tête, décident d'établir le camp à la fin du jour et de le lever aux aurores. Il se peut qu'à l'entrée d'une caverne où ils font étape, ils allument un feu qui crève la nuit et dont les flammes éclairent les contours des créatures pariétales que d'autres, avant eux, ont tracées à la lueur tremblante d'une lampe à graisse. Au cœur des ténèbres, ils pressent les uns contre les autres leurs corps rudes sous de grandes peaux, desquelles seuls dépassent leur visage. Leur souffle se condense et leurs yeux restent longtemps ouverts, tandis que les mères essayent d'apaiser les pleurs des nourrissons, frottant leurs lèvres du bout d'un sein. Certains des hommes, par la voix basse, attisent les braises qui rougeoient et s'élèvent. Leurs reflets traversent en satellite l'iris des veilleurs, virevoltent comme si elles aspiraient à rejoindre l'immensité céleste où se consument d'autres astres avant de disparaître, engloutis par le cœur avide de la nuit. C'était le début du roman Le Fils de l'homme de Jean-Baptiste Delamo aux éditions Gallimard. Au fil des années, mes écrits avaient fait de moi le spécialiste du deuil, réputation qui me valait invitation dans les congrès et interviews dans les médias. Mes romans et mes essais ne cessaient d'explorer ce thème, un choix qui n'était pas dû au hasard. Irène et moi avions passé notre vie en compagnie d'une armée de fantômes. La blessure de mes parents était demeurée béante. Dans leur grand appartement, ils avaient tourné le dos à la porte, les mains sur les oreilles, pour se faire sourds au tambourinement de leurs disparus. Quand ils n'ont plus eu la force de les repousser, ils ont choisi de leur ouvrir les bras et les ombres qui se terraient derrière chaque meuble ont fini par les engloutir. La voiture folle qui avait emporté ceux d'Irène l'avait laissée seule à jamais. Bercée par les mensonges de ses proches, la petite fille avait longtemps attendu le retour de ses éternels voyageurs. De pâles imitations, toutes en bonnes intentions, lui avaient tenu lieu de parents et caché une vérité qui poursuivrait son trajet souterrain et finirait par la détruire. Beaucoup plus tard, il lui fallut supporter la disparition de cet enfant dont elle a porté la promesse jusqu'au jour qui nous a brisés, où son enveloppe est devenue linceul. Voilà pour l'inventaire de nos malheurs. De quoi nourrir cette jouissance de la plainte à laquelle nous avons su résister, parce que nous étions deux et parce que nous écrivions. En cette époque révolue où l'inspiration était au rendez-vous, mes livres tenaient les menaces à distance.
Ce sont les poèmes d'Irène qui l'aidaient à survivre. Elle a compris que son inspiration ne pouvait puiser dans le tragique, mais dans les infimes détails du quotidien. Son regard de petite fille s'y était attaché afin qu'aucun spectre ne vienne la tourmenter. Une fourmi patinant sur la vitre. Une goutte d'eau hésitant à plonger du bord d'un toit. Les dessins enfantins d'un nuage. Naïve strophe qui était devenue recueil de précieux haïkus où quelques mots choisis contenaient, comme dans une boule à neige, la splendeur d'un monde sans pitié. Quelques années auparavant, Agnès avait rencontré l'homme de sa vie qui allait devenir son mari, puis le père du petit miracle devant lequel Irène et moi sommes retombés en enfance. Ce l'ombre au tableau, la complicité qui me liait à ma fille s'était émoussée. Il m'était difficile d'apercevoir encore dans la femme épanouie celle qui, autrefois blottie dans mes bras, me confiait ses secrets. La grossesse puis la maternité d'Agnès avaient naturellement installé une nouvelle distance. La fille aimée était maintenant, avant tout, une épouse et une mère. J'ai su faire bonne figure afin que personne ne s'aperçoive, sous les attentions et la tendresse d'un grand-père, la nostalgie d'un père. C'est dans l'ordre des choses, auraient dit mes parents, comme si le fait qu'elle soit dans l'ordre des choses pouvait rendre supportable la vieillesse, la mort ou l'usure des sentiments. C'était le début du roman de Philippe Grimbert, « Les morts ne nous aiment plus », aux éditions Bernard Grasset. Certains hivers surviennent au zénith de l'été. Cet hiver-là commença précisément par une chaude journée de début septembre, une semaine avant que je ne fête mes 40 ans. Je fêtais le grand événement avec quelques amis sur cette plage de Folkestone qui fait saillie dans la Manche et semble vouloir embrasser les côtes françaises. Cette quinzaine allait être consacrée à une profusion de déjeuners, dîners et autres apéros qui, je l'espérais, m'épargneraient l'organisation d'une grande fête et me feraient inaugurer dans la sérénité mon entrée dans la quarantaine. Avec le recul, les photos de cette journée me paraissent absurdes. Exaltée par l'imminence de mon anniversaire et le passage dans la prochaine décennie, je photographiais à tour de bras cette petite ville côtière baignée par la chaleur de l'été indien. La laverie aux airs vintage sur notre itinéraire dans la ruelle pavée piétonne. Les cabines de plage jaunes, vertes, roses ou bleu pastel, d'aplomb sur un muret de béton face à la plage sablonneuse. Mon fils et les autres enfants qui jouaient dans les vagues, barbotés dans une mer dont le bleu turquoise moiré était d'une beauté indicible. Le pot de crème glacée saveur gypsy tart que je dégustais avec ravissement. De mon mari, je n'ai pas une seule photo. Et pour cause, ce jour-là, je n'ai d'attention que pour mon fils Berthe et la mer. En revanche, je suis frappée par l'interruption subite qui succède à un flux d'images continu. Depuis la fin de cet après-midi-là, rien n'a été pris jusqu'à 2 jours plus tard, où je retrouve une photo de H me souriant avec effort sur son lit d'hôpital. La journée se déroulait dans un cadre idyllique. H était déjà malade. Rien d'extraordinaire a priori pour une mère de famille rompue aux angines, éruptions cutanées, nez bouché, maux de tête et autres bobos. H n'en faisait pas non plus toute une histoire. Il n'était pas en forme, point. Après le déjeuner, où il n'a rien pu avaler, nous nous sommes rendus dans l'aire de jeu juchée au sommet des falaises de Folkestone. H s'est éclipsé pendant un bon moment. J'ai photographié Berthe en train de jouer dans le bac à sable. Un enchevêtrement d'algues était accroché à son pantalon. C'était amusant et mignon. Lorsque H est revenu, il m'a dit qu'il avait vomi. « Oh non !» me suis-je exclamée, certes remplie de compassion pour mon mari et cependant secrètement contrariée. Il nous faudrait dès à présent interrompre le cours de cette journée magnifique pour rentrer chez nous, après quoi H se mettrait sans doute au lit. Mon mari se tenait le ventre. Rien d'anormal puisqu'il se trouvait indisposé par des maux d'estomac. Pour autant, je n'ai pas précipité notre départ. D'ailleurs, ma répugnance à quitter les lieux était manifeste.
parce que je garde le souvenir très net du choc que j'ai éprouvé lorsque l'une de nos plus vieilles amies, une ancienne camarade de classe, a posé une main ferme sur mon épaule. « Écoute, Catherine, H va vraiment mal. » « Ah bon ?» C'était le début de Hiverné, écrit par Catherine May, traduit de l'anglais par Véronique Minder aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé. Inachevé également, tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel. Une main sert à saisir, des jambes à avancer. Et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était même très beau. La mère recevait des invités venus du village ou des bourgs environnants. Les portières des voitures claquaient, les corps se dépliaient, risquaient quelques pas chaloupés. Pour arriver jusqu'au hameau, il avait fallu rouler sur des routes minuscules et sinueuses. Les estomacs étaient retournés. Certains amis venaient d'une montagne toute proche, mais ici, proche ne voulait rien dire. Pour passer d'un endroit à un autre, on devait monter puis redescendre. La montagne imposait son roulis. Dans la cour du hameau, on se sentait parfois cerné par des vagues énormes, immobiles, mousseuses, d'une écume verte. Lorsque le vent se levait et qu'il secouait les arbres, c'était un grondement d'océan. Alors la cour ressemblait à une île protégée des tempêtes. Elle s'ouvrait par une épaisse porte en bois, rectangulaire, plantée de clous noirs. Une porte médiévale, disaient les connaisseurs, probablement fabriquée par les ancêtres qui s'étaient installés en Cévennes depuis des siècles. On avait bâti ces deux maisons, puis l'auvent, le four à pain, la bûcherie et le moulin, de part et d'autre d'une rivière, et l'on pouvait entendre les soupirs de soulagement dans les voitures lorsque la route étroite devenait petit pont et qu'apparaissait la terrasse de la première maison qui donnait sur l'eau. Derrière elle, en enfilade, se tenait l'autre maison, où était né l'enfant, nantie de la porte médiévale dont la mère avait ouvert les deux battants afin d'accueillir les amis et la famille. Elle proposait du vin de châtaigne que la petite assemblée buvait, extatique, dans l'ombre de la cour. On parlait doux pour ne pas brusquer l'enfant si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur d'oranger. Il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Un bébé de la région qui lui appartenait. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé de vent. L'enfant était accepté, semblable aux autres. Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs. Tout était dans l'ordre. C'était le début du roman de Clara Dupont-Mono, S'adapter, publié aux éditions Stock. L'été, d'un coup, a suffoqué ce qui restait de printemps et installé une brûlure nuit et jour qui asphyxiait tout. Puis il a fait machine arrière et la chaleur a disparu. Sur la plage normande, en cette fin du mois de juillet, l'air est frais et humide. Seuls les enfants se risquent à l'eau. On marche sur le sable, on pêche à la moule, on somnole au grand air. Les promeneurs passent et repassent. Nous sommes assis sur le banc de la petite terrasse qui tourne le dos à l'hôtel. Je viens de prendre ma décision. Annulation du trek, je le dis à mon fils. Je veux aller voir maman. Ça s'aggrave. Il acquiesce tout en faisant remarquer que, depuis plus de 7 mois à présent, il n'y a pas une semaine, un mois, sans que nous nous demandions combien de temps il reste, sans que nous faisons dépendre la moindre décision que nous prenons de ce temps que nous savons compter sans en avoir la mesure exacte. Et chaque fois que nous allons lui rendre visite, nous constatons une dégradation de son état.
Mais rien n'annonce un épisode dramatique, sauf qu'à présent, elle a de la fièvre depuis plusieurs jours. Je ne veux pas partir. Nous n'irons pas marcher dans l'île que nous avions prévu de traverser ensemble. J'appelle l'EHPAD où elle est hospitalisée depuis plusieurs mois, depuis qu'elle a quitté le service de réanimation pour les soins intensifs, puis les soins palliatifs. Je demande à l'infirmière de lui dire que je viendrai après-demain, sans l'inquiéter. Oui, elle vous réclame. Je ne crois pas qu'elle savait que je devais partir avec mon fils cette semaine. Je ne pensais pas qu'elle m'attendait. L'infirmière me répète que je fais bien de venir. Elle est de plus en plus faible, la fièvre est élevée, et c'est mieux d'être là, de ne pas s'éloigner trop, de ne pas être à l'étranger même pendant une semaine, une seule, tout peut aller vite à présent. Venir dès demain? On ne peut pas savoir. Quelques jours, peut-être plus, peut-être moins. Mon fils a entendu. Il détourne la tête en direction du Havre longtemps. Ses yeux ont rougi quand il croise mon regard, tourné encore vers la plage devant nous. La mer n'a pas de forme. Elle agite l'eau, porte toute sa masse sans peine et sans à-coups, l'emmène au loin, la ramène, la remporte. Elle est grise, métallique, indifférente. Elle nous oppose son dos préhistorique écrasé par la lumière. Elle ride et hérisse la surface. Elle s'élève et s'écroule. Elle respire. Elle se retire. Sur la plage, elle laisse des rigoles et puis les efface. C'était le début du récit Le Caillou Noir, écrit par Nathalie Piéguet et publié aux éditions du Rocher. Il est presque toujours impossible de savoir comment sont nées les histoires que l'on raconte. Celle-ci fait exception. J'ai le souvenir précis du jour et des circonstances dans lesquelles elle m'est apparue. Nous étions 4 amis, Sylvain, Cathy, Daniel et moi, partis cet été-là escalader l'aiguille de la République. Il est bien tentant pour des grimpeurs de se faufiler le long de ce doigt de granit, brandi avec une absurde sévérité au-dessus de la vallée de Chamonix. Sylvain n'avait pas eu de mal à nous y entraîner. La montagne, pour cette occasion, nous avait offert de merveilleux cadeaux. Un refuge presque vide en cette fin de septembre, qui bradait ses dernières tartes aux myrtilles. Un départ nocturne dans une harmonie de bleu, celui d'encre, du ciel étoilé, et jusqu'à la réverbération pastel de la glace dans le faisceau de nos lampes frontales, une température relativement douce pour une fin de nuit en haute montagne. Puis il y avait eu le lever de soleil sur les dalles de granit. Un feu de pierre s'était mis à crépiter dans l'œil, à mesure que la lumière rasante du soleil levant éveillait le cristal millénaire et le teintait de reflets ardents. De toute la journée, le beau temps ne s'était jamais démenti. Le ciel restait d'un bleu métallique, sur lequel la ligne blanche et noire des crêtes de neige et de roc se détachait avec une netteté parfaite. En montant, nous avions fini par apercevoir en contrebas la mer de glace, qui se dessinait tout entière, des séracs du géant jusqu'au Mont-en-Vert. Lorsqu'on chemine sur ce glacier, on le trouve encombré de rochers et souillé de cailloux noirâtres. Vu d'en haut, il s'ordonne et prend la forme d'un grand reptile blanc, avec ses anneaux sombres et sa peau crevassée. Il acquiert une majesté et une beauté qui rendent encore plus désolante son agonie. Ensuite avait commencé l'escalade, longue, peu difficile mais continue. Une grande promenade verticale dans le jardin zen de la paroi. L'hostilité de ces surplombs était atténuée par des points de faiblesse, fissures franches, larges rampes, prises nombreuses, aisément révélées à cet initié qu'est le grimpeur. Chaque progression donnait le sentiment que l'on avait pénétré un petit mystère de la montagne. Ainsi, de surprise en surprise, nous étions parvenus, après des heures d'efforts enthousiastes, jusqu'aux terrasses qui entourent l'ultime monolithe de roc, le menhir, dressé à près de 4000 mètres par un démiurge farceur. Le franchissement de ce cristal aux parois lisses ne fut réalisé qu'en 1904, grâce à la ruse d'un chasseur chamoniard. Tous les moyens étaient bons à l'époque pour conquérir un sommet. Courte échelle, longue canne servant de crochet, lancer de corde. Pour l'aiguille de la République,
Rien de tout cela n'était possible. Jusqu'à ce que Joseph Simon eut l'idée d'emporter son arbalète. Un carreau attaché à une corde, habilement lancé par-dessus le sommet, avait permis au malin Joseph de s'y hisser. Rien ne plaît davantage à Sylvain que ces aventures absurdes. Elles provoquent immédiatement en lui le désir de les renouveler. C'est donc avec une arbalète sur le dos que nous nous étions engagés dans cette course. L'instrument est aujourd'hui totalement inutile, puisque la dalle terminale est semée de points d'assurage bien enfoncés dans la roche. Mais l'inutilité ne fait qu'ajouter au pur esthétisme du geste. C'était le début du roman Les Flammes de Pierre de Jean-Christophe Ruffin, publié aux éditions Gallimard. De la buée s'est déposée sur la vitre à l'endroit où s'écrasent une joue et une bouche. Depuis l'entrée du compartiment, l'image du voyageur se superpose à la gare de chemin de fer, la porte donnant sur le quai, l'horloge fixée au mur de briques juste à côté et l'auvent qui protège du soleil brûlant du mois d'août. Il est 13h passé de 13 minutes. Le billet de train posé sur la banquette à côté de l'homme monté à Paddington indique que c'est ici, à Cheltenham Spa, qu'il devait descendre. Le train est arrivé à l'heure, à 13h moins 16 minutes. Mais le voilà immobilisé sur la voie depuis presque une demi-heure. Le voyageur en imperméable a non seulement atteint sa destination d'aujourd'hui, mais il est également au terme de sa vie. La condensation sur la vitre prouve que sa mort est récente. Même si sa tête refroidit rapidement, elle est encore tiède. 2 policiers inspectent les lieux. Le premier fouille les poches extérieures de l'imperméable. Il y trouve une demi-tablette de chocolat, 3 petites billes roulées dans la feuille d'aluminium et le papier d'emballage que le voyageur a déchiré, une clé accrochée à un simple anneau et des tickets d'autobus de la compagnie London Transport. Il déboutonne l'imperméable du défunt qui porte un pyjama bleu rayé sur lequel est brodé le nom d'un hôpital situé dans l'ouest de la capitale. Ses poches intérieures contiennent un passeport récent délivré à Reykjavik, Islande. D'après le document, l'homme âgé de 24 ans s'appelle Gunnar Palsson Kampen. Le policier trouve également un portefeuille qui contient des livres sterling et des couronnes islandaises, une épaisse enveloppe remplie de billets provenant d'une prestigieuse banque anglaise privée et une feuille pliée en 4 indiquant l'itinéraire depuis la gare de Cheltenham Spa jusqu'au village de Gwitting Power, accompagné d'un plan du chemin piéton qui mène au rocher de Pinnock Cliffs, dont l'emplacement est indiqué par une croix noire, transformée en croix gammée de 4 coups de stylo rouge, sans doute celui-là même qui se trouve dans la poche du pyjama. L'autre policier a sorti son calepin. Il écrit au crayon à papier, blond comme les blés, les yeux gris, puis ébauche à grands traits la position du corps. Celui qui a fouillé les poches du défunt lève les yeux vers son collègue en secouant la tête. Tous deux regardent par la vitre. Sur le quai, des voyageurs attroupés scrutent l'intérieur du compartiment. Aucun des policiers ne remarque les 3 individus en chemise noire qui descendent précipitamment du wagon avant de disparaître dans la gare. C'était le début du roman de Sion, Blond comme les blés, traduit de l'islandais par Éric Bourri aux éditions Métellier. « 23 mars 2020. La NASA suspend ses recherches sur la Lune. Matteo mange une bouchée de pasta près de la fenêtre donnant sur la rue Vittorio De Sica. De Sica fut le réalisateur du voleur de bicyclette. En Lombardie, une femme crie le nom de Paolo. Un malade dans un hôpital de Lombardie voit le visage de sa femme et de son frère sur l'écran d'un iPad que les gants blancs du médecin lèvent bien haut en l'air. L'hôtel Marriott est transformé en hôpital de campagne. Les suites de luxe sont devenues des chambres pour 10 personnes. Tout l'espace est utilisé, occupé par des machines, des malades et des médecins. Une nouvelle agriculture d'urgence sème malades et respirateurs. Le président de l'association des retraités dit aux jeunes générations de ne pas les oublier en ce moment. De ne pas oublier leurs parents et leurs grands-parents. Une petite fille pleure à côté de moi.
Un ministre parle de mesures, balance et mètre pour ceux qui ne se voient pas. Andreotti, 60 ans, masque sur le visage, promène un chien tout petit avec une longue laisse. 186 morts en France. Ma chienne, un berger belge, s'appelle Roma. Roma est saine et sauve et remue la queue. Elle se lève, on dirait un ours brun. Je prends Roma dans mes bras. Roma ne pleure pas, mais elle n'est pas contente. Je lui dis, ne pleure pas, Roma. Thermomètre, température 37,2 degrés Celsius. Une trousse de secours individuel. Elle monte, elle descend, la température. Il paraît qu'on peut voir les fosses communes de l'Iran depuis l'espace. La grande muraille de Chine, les fosses communes. Ça dépend des hauteurs. De la hauteur à laquelle tu as le courage de monter et de regarder. 37,3 degrés Celsius de température. Température de chaque pays, température biologique et non extérieure. L'humain 2 a une très forte fièvre. L'humain 3 joue au jeu de console le plus ancien, taper des balles contre une paroi. Les matchs suspendus. Un tableau de score macabre annonce le seul nombre qui n'ait plus d'adversaires. Un seul nombre par pays. Iran, 127. Roma a soif. Je mets de l'eau dans sa gamelle. Ma main tremble, sa patte non. La fin du monde a toujours été annoncée sous forme de statistiques. Carl Pearson, en 1901, fonda la revue Biometrica. Le siècle commence quand il devient nécessaire de prendre la mesure des choses. Mesurer les verticales, les horizontales, la taille des pieds, du nez, du cœur. Les grands nombres s'adossent au début des siècles. Martha dit que sa grand-mère va bien, mais que dès qu'elle raccroche, elle se met à pleurer. En 2020 commence un autre siècle. Martha dit qu'elle arrive à entendre sa grand-mère pleurer même après qu'elle a raccroché. C'est impossible, je dis. C'est possible, elle dit. Nouvelle d'il y a 2 jours. Chute brutale de l'économie italienne au premier semestre. Plus de 900 cas dans 38 pays et territoires d'Afrique. 4 pharmacies fermées pour cause de personnel infecté. Le directeur général de l'OMS alerte les jeunes. Vous n'êtes pas invincible et ce virus peut vous conduire à l'hôpital pendant des semaines et même vous tuer. Giotto a 20 ans et s'arrête net quand il entend ça. J'imagine un haut-parleur répétant sans cesse cette phrase « Tu n'es pas invincible ». Les États-Unis suspendent la délivrance des visas d'entrée sur leur territoire. Dans les villes italiennes, des haut-parleurs qui diffusent « Tu n'es pas invincible ». Céline raconte qu'au milieu des bombardements de Berlin, une femme folle criait aux oreilles des passants le bruit d'une bombe. Boum! Le bruit d'une chose qui tue sans faire de bruit. Standard & Poor's baisse la note de crédit de la TAP. Les autorités de Jakarta déclarent l'état d'urgence. Le bruit d'un virus. L'accès au transport public de Sao Paulo peut être interdit aux plus de 60 ans aux heures de pointe. 462 morts en Espagne. Roma boit de l'eau dans son bol. Elle semble avoir soif ou bien elle est en train de se changer en chameau. Elle boit pour les rudes journées à venir. Les fins de siècle et les grands nombres. Les catastrophes sont liées aux statistiques et pas à la personne qui regarde les statistiques à côté de toi. La télé me manque, dit un personnage de Foster Wallace. Tu as appris à t'en aller, dit un autre personnage de Wallace. 601 morts en Italie. Il paraît que même les plus petites particules, comme les virus, les atomes, etc., produisent du son, émettent un bruit quand elles heurtent les choses. Le bruit du virus. Imaginez des spécialistes dans la rue détectant le bruit du virus. Une façon de le tuer, d'abord, connaître sa musique. 601, 601, 601, les morts dans les dernières 24 heures en Italie. Je regarde par la fenêtre. Tout vide. En haut, en bas, au loin. 1, 2, vers de Neruda. Sur un chemin, j'ai rencontré l'air. Une Italienne dit que l'Europe a abandonné l'Italie. J'éteins la télévision. C'était le début de Journal de la peste, l'année 2020, écrit par Gonzalo M. Tavares, traduit du portugais par Élodie Dupont aux éditions Bouquin. Trauma team, call 4344 stat. 4344 stat. Cet ordre péremptoire, répété 2 fois par les haut-parleurs disséminés dans les étages et les moindres recoins du Bellevue Hospital, lâchait littéralement la meute. La meute, c'était nous, jeunes chirurgiens en formation et de garde pour la trauma. Avides de sensations fortes, mais surtout sûrs de nos responsabilités et de nos capacités, nous dévalions toutes affaires cessantes les escaliers et nous ruions à toutes jambes dans le trauma slot. Cet endroit réservé aux grosses urgences. Le ton de l'annonce, ce numéro électrifiant pour les initiés et ce stat qui claquait comme un coup de fouet déclenchait chez nous chaque fois le même réflexe pavlovien. On lâchait le stéthoscope de la poitrine des patients, on bondissait hors des chambres, on engloutissait le reste du hamburger, c'était selon, pour accourir au slot. Young man, stabbed in the abdomen on 28th Street. Blood pressure 120/60. Pulse 90 on arrival. Remain stable during transfer. One peripheral line. No known allergy. En nous débitant leur litanie, les ambulanciers retirent le brancard amovible et transmettent leurs blessés, comme le témoin dans une course de relais, à nous, l'équipe chirurgicale. La mienne, composée de 3 assistants, s'affaire autour du jeune homme allongé, suivant un protocole bien rodé, chacun sachant exactement ce qu'il doit faire
et exécutant les ordres brefs que je leur donne. Le visage du blessé m'apparaît alors et me frappe par sa pâleur. En fait, il a déjà dépassé le stade de la simple pâleur. Sa peau est blafarde, marbrée de stries grises, ternes. Lui grelotte. Pourtant, nous ne sommes qu'en automne, une saison encore douce ici. Et surtout, il est inquiet, apeuré, en claquant des dents. I feel it. I'm dying. Je n'ai jamais aimé entendre les patients me rapporter cette sensation de mort imminente, un symptôme que la faculté ne nous a jamais enseigné. Après quelques mois passés à la trauma, je ne le sais que trop bien. Certains ont eu raison, terriblement raison. La mort les a bel et bien emportés en dépit de nos tentatives pour l'en empêcher. Ne se pourrait-il pas que cette ombre froide, en les recouvrant, n'engendre cette angoisse? Que la vie qui s'éteint ne se fasse ressentir? Une sensation que les scientifiques n'ont jamais vraiment décrite, mais que certains peut-être éprouvent en s'enfonçant dans cette ultime lame crépusculaire derrière laquelle la conscience va s'effacer à jamais. C'était le début du livre « Et au centre bat le cœur » de René Prêtre, aux éditions Flammarion. Je n'imaginais pas qu'Amanda serait mère à 19 ans et ventouserait sa collection de peluches sur le pare-brise de sa Ford Fiesta. À l'époque, elle vivait en caravane dans le jardin de ses parents. Un mobil-home tapissé de moquettes avec une lampe à lave et un bocal de poissons combattants. Elle leur distribuait des larves de moustiques à l'épuisette, collait son front à la vitre de l'aquarium et observait les mâles se battre pour remporter la nourriture. C'était la mode des animaux de compagnie, genre agressifs. Dans ma rue, un portail sur deux avait son berger allemand dressé en position d'attaque. J'admirais Amanda parce qu'elle avait des vêtements de marque, des produits de beauté de marque et des goûters de marque. Des Prince, des Pépito, des Mikado, de l'Oasis. Elle avait même une chaîne IFI et un lit double avec des parures assorties. Moi, ma mère me donnait des compotes de pommes. Mais pas des Andros, des berlingots discount que la voisine ramenait par palette de Picardie pour les revendre aux familles nombreuses du quartier. Impossible d'épuiser le stock avant la date de péremption. La date de péremption, c'est une arnaque du marketing, disait ma mère en fourrant son poison au fond de nos cartables. Arnaque ou pas, je mangeais mon goûter caché dans les toilettes. Pendant que mes camarades rouaient la porte à coups de poing, je m'empiffrais, les poches pleines de fruits secs, de biscuits au sésame, de balisto dans les bons jours. C'était pas les goûters de ma mère qui me posaient problème. Il y en a même que j'aimais bien. Mon problème, c'était les autres. Ça a toujours été les autres. Leurs yeux cireux de poissons morts sur vos mœurs particulières, la vénération des vies droites et la religion cathodique. Leur père, premier sur les cortes de tennis, leur mère, toute assistante de direction. Leur virée à Auchan, les allées de gravier brossées, le papier peint relief, les casseroles en cuivre assorties, les doubles bols olives noyaux. Et la moquette dans les chambres à coucher. Chez moi, j'avais du lino gris chiné. C'est plus facile à nettoyer, disait ma mère. Tu m'étonnes. Même quand c'est propre, c'est sale. C'est Kathleen qui m'a emmenée la première fois dans la caravane d'Amanda. J'étais l'amie de Kathleen depuis que la prof d'anglais nous avait placés côte à côte. J'adorais les langues étrangères, surtout l'anglais. J'avais une correspondante à Belfast et un boyfriend imaginaire avec lequel je m'entraînais dans le miroir en couvrant mon reflet de bave. C'était le début du roman de Salomé Kinner, Grande Couronne, publié aux éditions Christian Bourgois. À un moment donné, on entreprend de calculer quand le temps a commencé, quand exactement la Terre a été créée. L'archevêque irlandais Usher, qui vécut au milieu du XVIIe siècle, évalua non seulement l'année concrète, mais aussi la date de début. 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Ça tombait un samedi, bien entendu. Selon certains, Usher indique même l'heure exacte, vers 6 heures de l'après-midi. Un samedi après-midi, j'y crois sans réserve. À quel autre moment de la semaine un créateur qui s'ennuie
entreprendrait-il de bâtir un monde et de se chercher de la compagnie? Usher aurait consacré sa vie entière à cette entreprise. Son œuvre compte 2000 pages rédigées en latin. Je doute que ceux qui ont fait l'effort de la lire entièrement soient nombreux. Mais elle acquit une extraordinaire popularité. Peut-être pas tant l'œuvre elle-même que la découverte. Les Bibles, sur l'île, commencèrent à être imprimées avec l'indication de la date et de la chronologie d'Usher. Cette théorie concernant la genèse de la Terre, selon moi du temps, subjugua le monde chrétien. Il nous faut préciser que même des savants comme Kepler ou Sir Isaac Newton attribuent à l'entreprise divine des années concrètes proches de celles indiquées par Usher. Malgré tout, ce qui à mes yeux est le plus stupéfiant, ce n'est pas tant l'année et le fait qu'elle soit proche que le jour concret. 22 octobre 4004 ans avant Jésus-Christ, vers 6 heures de l'après-midi. Quelque part, en ou vers décembre 1910, le caractère humain a changé. C'est ce qu'écrit Virginia Woolf, et l'on peut s'imaginer ce mois de décembre 1910, apparemment comme tous les autres, gris, froid, effleurant la neige fraîche. Mais quelque chose s'était libéré, quelque chose que seul un petit nombre avait perçu. Le 1er septembre 1939, tôt le matin, vint la fin du temps humain. C'était le début du roman Le Pays du passé de Georgi Gospodinov, traduit du bulgare par Marie Vrina et publié aux éditions Gallimard. Je revenais de chez Farrell. Nous nous étions rencontrés 3 ans auparavant lors d'un festival de documentaires. J'y présentais mon travail sur Clipperton, l'île déserte de possession française appelée Île de la Passion, premier volet d'une série que je comptais réaliser sur les îles. Farrell, un scénariste canadien, vivait sur l'île de Bowen, en face de Vancouver. Ce tropisme îlien a fait office de début. Pour le reste, il n'y a rien eu d'autre à expliquer qu'une évidence amoureuse immédiate, doublée d'un désir inouï. Nous n'avions alors ni l'un ni l'autre de solides attaches affectives et ne souhaitions pas en établir de trop contraignantes. Nous nous donnions des rendez-vous en fonction de nos déplacements, ainsi lors de mon dernier séjour au Canada. Nous nous étions rejoints à Montréal, où avait lieu mon intervention, puis avions rejoint la Colombie-Britannique et l'île de Farrell. À mon retour, ma mère m'a parlé de ces croûtes sur les jambes. Elle me les a décrites comme des petites îles noires. Elle attendait le résultat d'examens sanguins et tout s'est accéléré à leur réception. En quelques jours, le syndrome est devenu une leucémie et le mot chimiothérapie a été prononcé. On se préparait à quelque chose de long. Évidemment, ma mère ne pourrait pas se faire soigner sur l'île bretonne où elle avait élu domicile. Tout aussi évidemment, je lui ai dit de venir chez moi. Nous trouverions l'hôpital adapté et entre les traitements, nous pourrions cohabiter. J'avais la place dans mon appartement. Je suis allée la chercher sur son île. Durant toute une semaine, nous avons préparé la maison à son absence, rangée, triée, emballée. Nous nous sommes aussi beaucoup promenés. Chaque balade avait le ton d'un adieu. C'était beau et tragique. Le paysage que nous aimions tant, l'une et l'autre, s'offrait à nous dans des magnifiques lumières d'hiver. Les plages blanches et roses parsemées de joncs, bouquets verts éclatants. Le schiste argenté, ses avancées sombres et griffues sur la mer glace. Le ciel, Turner. La maison, Hopper. Le vent nous faisait monter des larmes qui perlaient au coin de nos yeux et séchaient en s'écoulant, laissant de petits traits blancs horizontaux parmi les pattes d'oie que nous avions toutes les deux marquées. À la pointe ouest, sur la lande rase qui couvre les falaises escarpées, face à l'océan étal, nous nous sommes prises dans les bras. Un soir, je lui ai demandé si elle avait peur et ne lui ai pas avoué que moi, j'étais terrorisée. C'était le début de Des Sirènes, écrit par Colombe Bonsen aux éditions Zoé. Ceci est le récit d'un voyage commencé au moment où ma vie a été bouleversée. Un jour, Eyolf est parti travailler et il n'est pas rentré. Il n'est jamais rentré. La vie telle que je la connaissais a disparu à cet instant. Le monde s'en est trouvé changé pour toujours. J'étais complètement brisée. La douleur de l'avoir perdu était tout ce qu'il restait de lui. Elle me laminait, mais je ne voulais pas atténuer cette douleur au moyen d'antalgiques.
Je voulais éprouver tous ces tourments, crûment. Il prouvait qu'il avait vécu, qu'il avait été mon mari. Je n'avais pas envie qu'ils disparaissent, eux aussi. J'étais en chute libre. Moi qui avais toujours eu le contrôle, les commandes, moi qui aimais avoir prise sur mon existence. Les points cardinaux s'effaçaient. Je n'avais aucun repère. J'étais une vagabonde involontaire dans un pays inconnu. La visibilité était nulle. Je n'avais ni carte ni boussole. Où était le haut, le bas? De quel coin allais-je partir? Où devais-je poser les pieds? Il n'y avait que du noir. Partout. Le hasard me fit tomber sur des réponses là où je les attendais le moins. Le temps était légèrement pluvieux. Il brunait. Les vieilles feuilles tombées des grands et vénérables arbres du jardin botanique d'Oslo commençaient à se décomposer. Il ne faisait aucun doute que c'en était fini de la chaleur et que la saison froide allait envahir nos vies. Quelqu'un m'avait parlé de ce cours. Je m'y étais inscrite sans trop y réfléchir. Eyolf et moi avions parlé d'y participer sans que cela se concrétise. Par une soirée sombre d'automne, je me présentais donc, sans beaucoup d'illusions, au sous-sol du musée d'histoire naturelle. Je devais faire attention où je posais les pieds. J'avais déjà réussi à me casser une cheville après les obsèques d'Eyolf. La peur d'une nouvelle chute me hantait encore après cette fracture. On m'avait dit qu'il faut longtemps à une cheville cassée pour se remettre complètement, mais personne ne pouvait me dire le temps qu'il fallait à un cœur désintégré pour se reconstituer, à supposer que ce fût possible. Le deuil travaille lentement. Il avale tout le temps dont il a besoin. Son cours est irrégulier, il progresse par bonds de toute taille, dans les directions les plus imprévisibles. Si l'on m'avait dit que ce seraient les champignons, ma bouée de sauvetage, ce qui me remettrait debout et sur le chemin de la vie, littéralement, j'aurais levé les yeux au ciel. Quel rapport y a-t-il entre les champignons et le deuil? Mais c'est dehors, sur la mousse des sols forestiers, que je tombais sur ce que je cherchais. Mon voyage d'initiation dans l'univers des champignons se doubla d'un périple intérieur, via Interna. Alors que le voyage extérieur a réclamé du temps, le voyage intérieur a en outre été agité et exigeant. Je n'ai jamais douté que la découverte du royaume des champignons me pousserait sans cesse vers la sortie de ce tunnel de deuil. Elle atténuait la souffrance et serait mon chemin pour sortir de cette éclipse. Elle m'a ouvert des perspectives inattendues et m'a peu à peu guidée vers un nouveau point de vue. Il m'a fallu du recul pour m'apercevoir que les champignons avaient été mon salut dans la détresse et pour comprendre la façon dont des sujets en apparence déconnectés, comme la mycologie et le deuil, sont liés. Voilà de quoi parle ce livre. Il me faut donc commencer par l'initiation à la mycologie. C'était le début de l'essai de Lang Lik Woon, La femme et les champignons, une histoire de deuil et de retour à la vie, traduit du norvégien par Alex Fouillet chez Gaïa Éditions. En ces temps d'apocalypse, puisque nous ne pouvons pas pleurer un bon coup, nous rions. 2 poulets sans tête, résolus, gloussants. La fin du monde arrive et depuis 10 minutes, nous essayons méticuleusement de séparer les alvéoles en plastique du papier de nos enveloppes Kraft. C'est un matin comme les autres, de bonne heure, à la fin du printemps 2020, quelques semaines après le début du confinement et quelques jours seulement après le violent tremblement de terre qui a ébranlé Zagreb. Et maintenant, un nuage de poussière plane au-dessus de la ville. Nous sommes 2 femmes du même âge, debout près des poubelles de tri dans la rue Matriceva, des enveloppes à moitié déchirées à la main, secouées par un même fou rire, même si nous ne nous connaissons pas. Pendant un quart de seconde, nos regards se croisent et nous nous voyons tels que nous sommes, décoiffés, nos masques contre le Covid mal ajustés, en train de jeter nos ordures dans les poubelles appropriées pour se donner ne serait-ce qu'un peu l'illusion de maîtriser la situation le temps d'un tri sélectif, puisque nos mains couvertes de gants en latex n'ont plus la possibilité de réparer quoi que ce soit. Les pyramides, les révolutions,
les symphonies, les déplacements dans l'espace, la physique quantique, Mona Lisa, et au début du XXIe siècle, nous en sommes là. Nous ressemblons aux déchets de l'histoire humaine. Notre fou rire sert à étouffer la question on ne peut plus humaine de notre époque. Est-ce là désormais tout ce que nous pouvons être? Est-ce là tout ce que nous pouvons faire? Et maintenant, que fait-on? En 2019, après toutes les conférences, ou presque, que j'ai données, et quel que soit le lieu, quel que soit le pays, on attendait de moi que je réponde à cette question. Après la publication de « Comment conduire un pays à sa perte », j'ai passé 1 an à parler de la logique du système politique à l'origine de l'état de confusion, de peur et de désespoir qui nous faisait tant souffrir. Aucun pays n'est immunisé contre le fléau politique et moral actuel qui nous paralyse, expliquai-je. Mais au moment où j'avais enfin réussi à convaincre les publics occidentaux, d'abord peu concernés face à cette menace, que cette nouvelle forme de fascisme s'apprêtait à mener une guerre mondiale contre la raison humaine, mes prédictions s'étaient déjà réalisées. C'était le début de Ensemble, 10 choix pour un meilleur présent, écrit par Ece Temelkuran, traduit de l'anglais par Christelle Gaillard-Paris et publié aux éditions Stock. Ce soir-là, mon dernier en ces lieux, je suis descendue à la plage, là où les sources du fleuve Drin se déversent dans le lac. Chaque fois que nous venions au lac ces 40 dernières années, je venais nager ici avec mon père. Mon père qui m'avait donné le meilleur de lui-même sans jamais rien attendre en retour. Cet endroit, il était à nous. C'était grâce à lui que j'avais réussi à quitter le rivage à la nage, à m'aventurer au loin, puis à le regagner sans paniquer. Grâce à lui que j'avais brisé mes chaînes et pris mon envol, le sachant derrière moi, résolu à me pousser vers la lumière. Tout comme lui, j'avais toujours aimé l'eau et le soleil. J'ai retiré mes vêtements et je suis entrée dans l'eau jusqu'aux mollets, perdant d'emblée l'équilibre lorsque le jet glacé m'a heurté au niveau des genoux et m'a happé d'un geste ample. Impossible de rester longtemps à la naissance du fleuve. Mais ce n'était pas nécessaire, car sa nature vous marquait instantanément de son empreinte. Le jet m'a poussé dans la tiédeur placide du lac. J'ai nagé. L'eau était si délicate que je la sentais à peine sur ma peau. Les montagnes se dressaient de toutes parts, baignées dans les tons rougeoyants du soleil couchant. Je connaissais leurs cimes et leurs vallées mauvaises. Le passé et l'avenir se sont évanouis. J'ai aperçu la mue d'un serpent d'eau. Elle flottait translucide, le fantôme du reptile. Plus je m'éloignais de la terre ferme, plus j'avais la sensation de voler, plus tout ce qui m'entourait gagnait en légèreté. Puis, j'ai fait demi-tour. Je ne voulais pas me faire surprendre loin du rivage par la nuit, et j'ai regagné la plage. Tout n'est qu'une seule et même entité. Ne me laissez pas l'oublier. Ne laissez pas ces salauds me diviser à nouveau. Notre tragédie porte un nom. Fragmentation. Au début, c'est un état d'esprit, puis elle finit par s'ériger en destinée. Telle est la tragédie de notre famille de nations qui claudiquent de ci, de là, aux 4 coins de cette immense péninsule, de cette terre offrant un cadre idyllique, telle une armée d'aveugles millénaires en quête d'un endroit où se reposer, enfin. Laissez-les trouver le repos. Pardonnez-leur. Pardonnez-moi. Pardonnez-nous. Notre peur nous a rendus fous et mélancoliques. Et pourtant, la source a toujours été là. Toute possibilité se trouve encore à la source. Elle ne vous demande qu'une chose, déposer les armes. Pénétrez dans l'eau, un soir de septembre où le ciel flamboie d'un rouge d'Afrique, un soir où ce pourrait très bien être le lac Tanganyika, c'est le même lac, entrez dans l'eau et délestez-vous du fardeau qui vous accable depuis des siècles. Devenez ce qui vous chante. Truite, anguille, n'importe lequel de vos ancêtres, encore enfants quand ils ne faisaient qu'un avec l'eau,
pas encore enclin à accomplir ces actes qui se traduiraient par votre naissance, par la personne que vous croyez être quand, en fin de compte, vous n'êtes que de l'eau, une source à chaque instant, renouvelée lorsqu'elle se précipite, extatique, vers le lac. C'était la fin du livre de Kapka Kasabova, L'écho du lac, guerre et paix à travers les Balkans, traduit de l'anglais par Morgan Saisana et publié aux éditions Marchiali. Et c'était aussi la fin de la lecture. Un très grand merci à Julien Blassuto, Aline Bonvin, Pierre Boulben, Paola Dame, César Saint-Gy, Joséphine Tur, étudiants des Teintureries, pour ces très belles lectures en ouverture du festival Bibliotopia, lectures qui ont été préparées par René Zand. Nous vous proposons maintenant 5 minutes de pause avant la rencontre avec Philippe Grimbert. Et suite à la rencontre, il y aura un temps pour les questions du public, un temps de dédicace et enfin le cocktail qui sera servi au foyer. Belle suite de soirée et de week-end.